Parfait. Merci. On va continuer avec le docteur Cathy Lerena et le docteur Baptiste Barjou, qui est à distance à Grenoble. Donc Cathy Lerena qui est pneumopédiatre et le docteur Baptiste Barjou qui est pharmacien. Bonjour docteur Barjou. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je faisais une petite introduction, mais le grand du propos va être tenu par Dr Barjou, Baptiste. En effet, il y a deux éléments que je voulais vous avouer. Le premier, c'est que j'ai usurpé une identité. Je ne viens pas au nom de la filière muco-CFTR, mais je viens au nom de l'UTEP 38, puisque j'ai aussi le plaisir de partager ce temps de travail avec mon équipe. Et à ce titre, on collabore énormément avec l'ADAC, qui est à côté de chez nous, en Grenoble, mais aussi avec les CPTS, avec les MSP, etc. Il se trouve que, comme je suis très impliquée dans les maladies rares, je ne fais que ramener à tout le monde maladies rares. Donc, effectivement, je leur ai promis la prochaine réunion inter-CPTS de la région grenobloise de ne pas prononcer le mot maladie rare. Je pense qu'il faut qu'on me paye pour que je ne le dise pas, mais je le dirai. Et donc, la première des choses que je voulais vous avouer, c'est que j'ai beaucoup de plaisir à partager ce topo avec vous, mais pratiquement exclusivement que vous et Baptiste, puisqu'en définitive, j'ai mal calculé mon train et que du coup, je vais certainement, et j'ai honte devant Madame Lapointe de devoir quitter une salle alors qu'elle est dans la salle et que j'ai même pas fini. Mais je m'en excuse. Et effectivement, Grenoble, c'est loin, c'est plus de 3 heures. Pour arriver à 1 heure à peu près de descente, je me suis dit, le train de 18 heures serait cool. Voilà. Je vous laisse écouter Baptiste. Docteur Barjou, pardon, Baptiste, lui poser toutes les questions. Moi, je suis dans la salle, mais si vous ne me voyez plus, ne m'en voulez pas. S'il y a besoin de quoi que ce soit d'échange, il n'y a aucun problème. Vous allez auprès de Célia et auprès de Ségolène pour mes coordonnées. Je répondrai en temps et en heure au niveau des mails. Merci d'avance. C'est moche, Cathy, franchement. Bonjour à tous, je ne sais pas si... Il y a un écho très fort. Je sais pas si je vais me concentrer pour ne pas l'entendre. Le diaporama apparaît? Oui, on dirait. Bon, bonjour, donc je suis Baptiste Barjou. Effectivement, je suis pharmacien, éducateur sportif et je coordonne en fait le pôle d'éducation thérapeutique à la MRSI, Maison Ressources Santé Isère, où en fait on porte le DAC de toute l'Isère, qui est réparti sur quatre antennes. Et du coup, effectivement, je vais essayer de vous expliquer en quoi le DAC peut éventuellement apporter quelque chose autour de la collaboration ville-hôpital et puis à la fluidification et à renforcer la cohérence des parcours. Alors dans le champ de la maladie rare, mais aussi en général, et on va essayer de garder un focus. Je vous donnerai 3 exemples, notamment autour des maladies rares pour essayer d'illustrer mon propos. Du coup, peut-être juste le DAC, c'est encore un acronyme. Vous en avez déjà entendu pas mal, je crois, pendant cette journée-là. Donc, dispositif d'appui à la coordination. Donc, ils existent depuis à peu près 5 ans. L'enjeu, c'est essayer d'aider, de contribuer à la coordination des parcours de santé complexes, quels qu'ils soient. Il existe vraiment une très grande diversité de DAC, mais il faut savoir qu'il y en a partout dans la France et que, en général, leur organisation est plutôt départementale. Il y a un grand historique, c'est souvent à la base des réseaux de santé ou de différentes structures déjà existantes sur le territoire qu'elles se sont construites. Et en ça, il y a une très grande spécificité. Et moi, je vais vous présenter celle de l'Isère, mais pour chaque département, en tout cas chaque zone, l'historique va orienter un petit peu la couleur que peut avoir le DAC sur votre territoire. Euh, Peut-être un élément important, c'est se dire qu'effectivement, entre les établissements de santé, le DAC et les CPTS, il y a une collaboration historique qui se fait fortement, et typiquement en Isère. Donc ça fait 25 ans que les réseaux de santé existent, et du coup, ça fait 25 ans que ce mode de construction essaie de se faire. Et du coup, avant les CPTS, avec les maisons de santé, avec les pôles de santé, vous en avez pas mal discuté il y a deux présentations. Les 3 grandes missions des DAC, c'est l'appui aux professionnels de la ville comme de l'hôpital à partir du moment où ils ressentent une situation complexe. J'y reviendrai rapidement juste après parce que la complexité, c'est quelque chose dont on pourrait parler longuement. J'essaierai de vous définir un petit peu précisément ce qu'on peut entendre derrière ça par expérience.
Un gros enjeu autour de l'animation territoriale et notamment la coopération sur les différents acteurs des parcours de santé et puis directement auprès des bénéficiaires, donc des personnes concernées comme de leurs proches, un accompagnement en direct qui se fait. Euh, un enjeu important à dire, c'est quel que soit, il n'y a pas de critère d'âge, il n'y a pas de critère de pathologie ni de handicap, c'est toute situation vécue comme complexe par quelqu'un du parcours. Le DAC peut essayer de contribuer à fluidifier ou en tous les cas à apporter un éclairage sur cette complexité et les ressorts qu'il peut y avoir. L'idée, c'est effectivement de se dire, on va parler de l'histoire des couches d'oignons, mais c'est de se dire en quoi, du coup, un pas de côté, un regard décalé peut ou non apporter quelque chose dans le parcours de santé et les personnes qui sont concernées dans ce parcours. Il y a un gros enjeu autour de la subsidiarité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, mais d'essayer d'être en second recours un éclairage et un support potentiel. Et du coup, les supports SOC, c'est non pas de la multi, c'est-à-dire on ne travaille pas en silo, mais la pluridisciplinarité, une notion de neutralité, de concertation entre les différents acteurs, et puis essayer de ne pas répondre au bout de 6 mois quand il y a un besoin qui est impérieux. L'enjeu, c'est quand même de se dire qu'il y a la possibilité d'avoir un numéro unique pour un territoire donné. Et typiquement en Isère, une réflexion, il y a 18 CPTS. Et l'enjeu, c'est de se dire en quoi l'inter-CPTS pourrait éventuellement être porté par le DAC. En tout cas, c'est en réflexion pour se dire comment est-ce que essayer de vraiment simplifier l'accès aux dispositifs qui existent sur le territoire pour des professionnels qui, du coup, sont sursollicités et parfois ont du mal à savoir où s'orienter. Pour donner quelque chose d'un petit peu précis en termes, incarner un peu ces actions en Isère, donc cet enjeu autour de comment est-ce qu'on peut améliorer les parcours de santé autour des maladies chroniques, qu'elles soient somatiques, mentales, autour de la perte d'autonomie des personnes, des handicaps et de la précarité. Donc du coup, autour de ce soutien aux professionnels de santé, bah, du coup, c'est l'appui à la coordination, je l'illustrerai un peu, la mise en lien d'acteurs, la formation de professionnels. Effectivement, on a beaucoup parlé de l'AFDET, qui sont des bons collègues à nous avec qui on travaille. On fait énormément de formation à l'éducation thérapeutique, même pour des professionnels qui ne travaillent pas dans des parcours, parce qu'ils voient cette posture comme un réel soutien dans le travail en concertation et puis en se centrant sur les personnes, autour de la cardiologie, autour de l'incurie, de la psychiatrie. Voilà, donc beaucoup de formation. Et puis l'accompagnement des projets pluriprofessionnels, on y reviendra en étroite relation depuis du coup quelques temps avec les CPTS. Autour de l'accompagnement dans les parcours de santé, ben, du coup, effectivement, autour de cette complexité, j'y viendrai à la diapositive après, mais préciser que typiquement, nous en Isère, on porte 10 programmes d'éducation thérapeutique qui représentent, je crois, un peu plus des 2 tiers des programmes de ville qui existent, où on accompagne 1600 personnes chaque année sur un département où il y a 1 million d'habitants, des projets de prévention autour des hépatopathies, les projets territoriaux de santé mentale qui sont portés par le DAC. Et autour de la coopération, et bien du coup, je vais vous en parler rapidement, mais avec les CPTS, typiquement, sur comment est-ce qu'on arrive à construire des parcours. Alors, non pas autour des maladies rares, parce que les premières approches, c'est autour de l'insuffisance cardiaque. Alors, même si ça peut concerner des maladies rares, je vous l'illustrerai juste après, autour du diabète de type 2, autour des parcours en oncologie, pour se dire comment est-ce qu'on arrive à organiser à l'échelle d'un territoire, du coup, des parcours qui vont fluidifier et optimiser soit le dépistage précoce, soit la prise en soin de ces personnes quand il y a des trous dans des raquettes ou quand il y a besoin vraiment de spécifier ça. Peut-être pour illustrer la notion de complexité, la complexité, elle est subjective, c'est-à-dire qu'il y a complexité à partir du moment où une personne dans le parcours vit la situation comme complexe, que ce soit l'infirmier libéral, le médecin spécialiste hospitalier, la personne ou son proche. C'est se dire qu'on ressent une complexité et cette complexité, en fait, attention les yeux, elle est en général liée à un cumul de problématiques autour de la polypathologie, autour de l'ultra-spécificité d'un parcours, comme c'est le cas dans les maladies rares, autour des différents types de handicaps, autour du refus de soins, de situations migratoires. Je vous parlerai des mineurs non accompagnés juste après, des personnes qui ont des hospitalisations à répétition, qui sont longues avec un problème autour du maintien à domicile, des situations familiales complexes. Des trous dans la raquette et autour des acteurs du médico-social, c'est des choses qu'on vit de plus en plus. Et puis autour de l'isolement. Donc voilà, à partir du moment où cette complexité, elle est vécue, elle est ressentie et qu'on se dit que le parcours de santé, il en pâtit, ben, du coup, le DAC peut avoir cet apport-là. Et du coup, autour de
la médiation de la concertation entre différents professionnels, et des fois, c'est du coup une difficulté entre le médecin généraliste et puis un ou plusieurs médecins spécialistes, entre l'assistante sociale de secteur et puis le service dans lequel la personne a été hospitalisée. Donc, cette médiation autour du maintien ou des retours à domicile en cas de complexité, les risques de rupture de parcours. Je vous donnerai rapidement trois illustrations après. J'ai pas le chrono qui passe, du coup, je sais pas si je vous mets en retard. Euh, L'information, l'orientation sur les ressources du territoire, et effectivement, là, il y a un vrai enjeu parce que nous, en Isère, par exemple, il y a 18 CPTS qui s'organisent très bien, mais typiquement, des hôpitaux sont parfois à cheval sur 5, 6 ou 7 CPTS, et du coup, savoir quel numéro appeler en fonction du lieu d'habitation des personnes, ça fait que finalement, il n'y a pas de recours qui est fait au CPTS, alors qu'en fait, c'est un réel support, et du coup, cette structure est présente, mais n'est pas sollicitée. Cette notion de neutralité et de vision globale en se disant que finalement c'est quelqu'un qui est extérieur à la situation, qui va aller questionner les différents acteurs, les proches, le bénéficiaire, les différentes instances du médical, du social pour se dire voilà globalement une synthèse de ce qui peut essayer d'aider à éclairer la situation. Et puis il y a un gros enjeu autour des fins de vie. Notamment nous en Isère, on porte aussi le dispositif, l'équipe mobile de soins palliatifs ambulatoire qui du coup prend le relais ou qui s'articule avec les équipes de soins palliatifs hospitalières. Du coup, un des enjeux, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de simplifier cette coordination de parcours, et notamment que ce soit entre la ville et l'hôpital, entre le médical, le social, le médico-social. On en parle tout le temps, mais c'est comment ça va s'incarner, et notamment comment est-ce qu'on peut réussir à orienter ou réorienter les parcours. Un gros enjeu, c'est autour de la risque de rupture de parcours, et notamment lors du passage à l'âge adulte. Et typiquement, pour prendre l'exemple d'une personne de 25 ans qui avait une myopathie de Duchenne, qui nous a été orientée parce que du coup, le cœur commençait à être impacté et qui avait du coup une insuffisance cardiaque très évolutive qui venait du coup, là où le cardiopédiatre l'avait accompagné jusqu'à 25 ans, et du jour au lendemain, finalement, la personne se retrouve en équipe adulte, où là, le premier enjeu, c'est de se dire, bon alors, autour des directives anticipées, on en est où? Parce que, effectivement, le pronostic de la personne était de quelques mois, et où, du coup, comment adoucir la violence, entre guillemets, de se dire, je change d'équipe, et on parle directement de comment organiser les derniers projets que je peux avoir sur les quelques mois. Et ça, c'est des choses qu'on vit assez régulièrement et sur lesquelles on peut essayer de donner un éclairage. Il y a un gros enjeu aussi autour de l'observatoire des parcours de santé, se dire que peut-être que justement là où il y a des trous dans la raquette, le DAC peut être un lien entre les tutelles, l'ARS et les professionnels de la ville et de l'hôpital, là où il peut y avoir une problématique de repérage de ces difficultés-là. Et puis un gros enjeu autour de l'optimisation, de comment parfaire une prise en soin globale des personnes concernées, et notamment en se disant que finalement, quand il y a une filière qui existe, ou en tous les cas quelque chose d'ultra spécifique autour de la maladie d'organes ou de la problématique, va se dire comment les personnes qui sont en difficulté, typiquement on accompagne beaucoup de personnes donc, qui n'ont pas forcément de maladies rares, mais notamment par exemple autour des hépatopathies, qui sont des mineurs non accompagnés, qui sont pas forcément reconnus, qui sont dans une situation où finalement ils sont dans une énorme précarité, à pouvoir se faire dubliniser du jour au lendemain, et qui se disent je sais pas où je vais dormir et manger ce soir. Et du coup, autant dire que le parcours de santé, sachant qu'en plus c'est compliqué d'y avoir accès, c'est loin d'être la priorité. Donc du coup, pour donner ces exemples-là autour des mineurs non accompagnés, de personnes qui se retrouvent à être accompagnées pendant très longtemps, des adolescents, mais à 25 ans, on commence à être vraiment dans l'âge adulte, pour dire comment est-ce que cette transition, elle peut se faire. Et pour donner un exemple précis aussi, j'en aurais beaucoup, mais en 10 minutes chrono, je n'ai pas forcément le temps de développer. Pour prendre l'exemple des personnes qui ont un lymphodème primaire, qui est une maladie rare, et bien du coup, il nous arrive régulièrement d'accompagner des adolescents ou des jeunes adultes. Et typiquement, récemment, j'ai aidé une personne dans une séance d'éducation thérapeutique au sein du DAC à préparer un exposé pour expliquer à ses collègues de classe que c'était que l'lymphodème, parce que du coup, elle avait un gros problème de ségrégation, pour le dire simplement, dans sa classe, parce que du coup, sa grosse jambe faisait que les personnes ne comprenaient pas pourquoi elle ne pouvait pas aller au sport et pourquoi elle était différente. Et du coup, voilà, c'est quelques exemples un peu en pot pourri pour se dire en quoi et comment, du coup, un dispositif comme le DAC, qui va du coup aller agglomérer certain nombre de dispositifs, va pouvoir aider à avoir une petite contribution, on va dire, à ces enjeux autour des parcours.
peut-être le dernier point sur lequel je voulais venir, c'est la question, c'est de se dire justement de par la spécificité de chacune chacun des départements, en tout cas des zones où existe le DAC, c'est se dire en quoi le DAC peut ou pas apporter quelque chose du coup, à la filière ou en tous les cas à la population concernée, se dire est-ce que ce public peut être aidé par le dispositif DAC et comment, en créant un modus operandi. Et typiquement, nous à Grenoble, c'est des choses qu'on fait très régulièrement avec différentes équipes autour justement de cette complexité. Voilà, j'ai parlé très vite et je vous ai dit un certain nombre de choses. Je laisse la place. Je ne sais pas si Dr Lirena est encore dans la pièce, mais je vous propose peut-être d'éclaircir des choses via les questions si mon exposé n'était pas forcément éclairant, notamment du fait que je suis en visio et que j'ai un peu l'impression d'être seul face à mon diapo. C'était parfait. Vous m'entendez? Non, il n'entend pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il n'y a plus personne sur la table ronde non plus. Attendez. Vous nous voyez, entendez? Je vous entends, c'est flou, mais je vous entends. Ah, parfait. Non, c'était parfait. Moi, j'ai tout compris, en tout cas. Je suis prête à bosser dans un DAC. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des questions? Paul Jacquin. Paul Jacquin, il n'a pas tout compris. C'est qui les personnels qui interviennent parce que le DAC, c'est qui? C'est les infirmiers, les médecins, les kinés? Alors, effectivement, le DAC, on a une vous êtes équipe de tout seul, salariés. vous êtes 12 enfin... On est en Isère, par exemple, nous sommes 120 pour 100 équivalents temps plein. Et du coup, ça va de cardiologue, médecin vasculaire, médecin généraliste, infirmier, psychologue, diététicien, médecin spécialisé en soins palliatifs, enseignant en activité physique. Et c'est un pôle de ressources impressionnant qui s'est constitué au fur et à mesure des aventures que vous avez menées ou... Exactement. Historiquement, c'était 10 réseaux de santé qui se sont rassemblés. À l'époque, les DAC n'existaient pas. Et à partir de ce rassemblement-là, c'est de se dire en quoi, sur le territoire isérois, quelles ressources il fallait développer en fonction des besoins qui étaient identifiés, des collaborations qu'on avait en cours. Effectivement, c'est un bricolage progressif au fur et à mesure de 20 ans de construction du travail en collaboration via les réseaux de santé historiquement. D'autres questions? Ah, c'est un bel exemple. Hein. Je pense que c'est quand même un grand DAC. Je regarde Isabelle. Peut-être préciser qu'effectivement, dans le DAC Isère, il y a un pôle autour de l'obésité pédiatrique et puis une plateforme de détection précoce des TSA et un accompagnement des personnes autour et des parcours autour du trouble du neurodéveloppement qui aussi s'inscrit et qui représente à peu près un quart du DAC. Oui, juste pour préciser, je suis la personne qui est intervenue tout à l'heure sur les CPTS. Donc moi, je suis sur le 94. On a 2 DAC, un sur l'Est et un à l'Ouest. Et les personnels, ils sont 20-30 personnes par DAC. Donc ça n'a rien à voir avec vous. Et je suis impressionnée par tout ce que vous faites, par surtout les programmes d'éducation thérapeutique que vous avez mis en place. Vous dites que vous avez 18 programmes en ville. C'est exceptionnel. Ouais, 10 programmes on a, et notamment le dernier qu'on a déposé il y a 4 ans autour de l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie chronique, c'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit l'ALD ou la maladie reconnue, en tout cas qui peut être éligible par l'ARS de notre région, avec la possibilité d'avoir une trentaine de séances collectives autour de la vie affective et sexuelle, de la fatigue, de la douleur, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir réussi à survivre, parce que c'était quand même l'enjeu, et finalement vraiment se renforcer. Ok. C'est basé sur la population, le nombre de TP que vous avez?
Non, c'est un bricolage parce qu'en fait, le financement DAC représente, on va dire, la moitié en gros, il représente pour 50 à peu près équivalents temps plein et les 50 autres, c'est d'autres branches de l'ARS qui vont nous financer, notamment l'ETP. Mais ça fait qu'au final, ils ont accepté de garder cette cohérence en disant plutôt que faire une couche d'oignon avec 50 dispositifs différents, ils nous ont demandé de tout centraliser. D'accord, merci. Et ce qui nous donne beaucoup plus de force, effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on va... Merci encore, on vous remercie. Et bravo. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.